Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil de Growth. Aujourd'hui, on est en compagnie de Morgane Di Meglio, qui est consultante People Ops chez Igo et qui va nous expliquer comment proposer un processus d'onboarding canon pour recruter du coup vos futurs talents. Tout d'abord, Morgane, est-ce que tu peux me dire comment vas-tu? Yes, bah écoute, hello, moi ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et toi, ça va? Très bien, très très bien, plaisir partagé. Pour ceux qui nous écoutent du coup, avec Morgane, on est rentré en contact, notamment sur la partie recrutement. On a des centres d'intérêt communs. Moi de mon côté, avec Hugo et Marilou, c'est une petite annonce que je fais exclusive du coup sur le podcast. On a créé Growth Hiring, qui est une communauté qui va mettre en relation en fait un peu des growth hackers et des recruteurs, tout simplement pour adapter en fait le growth hacking au RH, aux recruteurs, pour qu'ils utilisent les bonnes méthodos et outils. Et du coup, on a trouvé pas mal de synergies avec Morgane qui essaye de démocratiser le People Ops, qui est du coup un métier qui est assez présent aux États-Unis, mais assez nouveau en France. Du coup, voilà, il y avait pas mal de synergies. D'ailleurs, si tu veux nous expliquer ce que c'est qu'un People Ops, Morgane. Ouais, carrément. Alors, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est quand même un sujet qui peut être assez vaste pour des personnes qui ne connaissent pas. Mais en gros, l'approche People Operation aujourd'hui, elle veut que l'entreprise et les ressources humaines se focalisent plus sur l'expérience employée, donc vraiment toute l'expérience qu'une entreprise peut proposer euh, à ses candidats qui vont les rejoindre et aussi du coup à ses employés une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Et comment aussi les RH vont pouvoir s'inspirer des autres métiers. C'est pour ça que quand toi, ton approche avec le gros hacking, du coup, ça m'intéressait beaucoup, puisque le People Ops, c'est comment je peux m'inspirer des autres métiers et développer plein de compétences au sein du département RH pour proposer une expérience qui va être la plus canon possible, qui va permettre d'attirer un maximum de candidats, mais aussi de motiver et de fidéliser les collaborateurs qui sont en interne. Trop cool, super clair. Du coup, nickel, tu me lances une perche énorme pour te demander si tu peux te présenter du coup en quelques phrases et également présenter Igo. Oui, carrément. Alors moi, c'est Morgane, je suis consultante en People Operations chez Aigo. Et Aigo, bah, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé justement dans le People Operation et dans l'expérience employée et la collaboration entre les équipes. Donc notre job, en deux mots, c'est d'accompagner les entreprises, les dirigeants et notamment le département RH à développer des nouvelles pratiques, des nouveaux processus RH pour attirer des top candidats dans cette guerre des talents à laquelle on fait face aujourd'hui et surtout aussi à développer et à fidéliser les collaborateurs en entreprise. Génial. Du coup, aujourd'hui, on va parler onboarding. Le but, c'est de revoir un petit peu notre onboarding et surtout d'avoir un process ultra canon pour que les gens soient bien formés et restent chez nous. D'abord, est-ce que tu peux rappeler rapidement qu'est-ce qu'un onboarding pour toi? Oui, alors l'onboarding pour moi c'est le parcours d'intégration d'une personne finalement et ce qui est un peu drôle, en tout cas moi ce que je pense de l'onboarding c'est qu'il commence pas le jour où le collaborateur arrive dans l'entreprise. Mhm. À partir du moment où la personne elle est informée du fait qu'elle est embauchée, et ben c'est là que le parcours d'onboarding va vraiment commencer et il dure jusqu'au moment où cette personne elle est autonome. Donc ça peut prendre une semaine, deux semaines, un mois, 6 mois. Donc le parcours, c'est vraiment toute l'intégration et toutes les étapes par lesquelles le collaborateur va passer dans l'entreprise pour être intégré, pour être autonome sur son poste. Super clair. Nous, ce qu'on faisait d'ailleurs quand on avait de nouveaux collaborateurs, on faisait souvent justement des pré-onboarding entre guillemets, donc des sortes d'événements informels où les gens pouvaient se Ouais. rencontrer avant même de commencer. Et ça, je trouve que c'est une valeur ajoutée qui est assez cool parce que ça évite effectivement le premier jour d'arriver, tu connais personne. Là, tu Oui. connais déjà les gens, donc tu as déjà le pied dedans, quoi. Trop cool. Aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse à l'onboarding du coup, Morgane? Pourquoi c'est
ultra important d'investir du coup sur cette étape? Bah, l'onboarding, tout le monde l'a vécu. C'est un moment qui est hyper fort et qui est hyper marquant dans la vie professionnelle d'une personne. C'est à ce moment-là où justement tu arrives entre guillemets ce premier jour, tu sais pas encore trop à quoi t'attendre, tu sais pas si tu vas passer un bon moment ou bah, t'es stressé en tout cas. Mais c'est à ce moment-là, c'est à ce moment très marquant et très fort dans ton cycle de vie professionnelle que tu vas développer une première impression de l'entreprise, de l'équipe qui t'accueille et aussi un sentiment d'appartenance au groupe et c'est ce sentiment d'appartenance-là qui est hyper important, puisque bah, si tu te sens appartenir à un groupe, si tu es engagé dans ce groupe-là, bah, tu vas être motivé, tu vas être plus performant, et du coup, bah, ça va être bénéfique pour toi en tant qu'individu, et forcément aussi très bénéfique pour l'entreprise. OK, super clair. Très bien. Est-ce que, du coup, il y a un risque pour l'entreprise, s'ils font, justement un mauvais onboarding? Quelles sont, justement aussi les opportunités, les points positifs de l'onboarding? Ouais, alors ils sont souvent, j'ai l'impression en tout cas de mon point de vue et des échanges que je peux avoir autour de moi, mais l'onboarding, quand on se dit bon c'est bon, il y a il y a un petit package pour la personne quand elle arrive, voilà son ordinateur il est donné et puis voilà jour un onboarding c'est fini. En fait, les entreprises ne se rendent pas compte des conséquences et voilà de tout l'aspect néfaste que ça peut avoir, de tous les risques que ça peut comporter de pas soigner son onboarding. Et on parlait tout à l'heure, ben voilà, de sentiment d'appartenance, d'engagement et finalement d'avoir un onboarding dans lequel une entreprise n'investit pas où elle voilà elle va pas forcément soigner et chouchouter bah, ses onboardés. Il va y avoir un fort désengagement et du coup une baisse de performance qui peut être bah, très rapide et immédiate de la part du collaborateur. Ouais, On fait aussi face à beaucoup de démissions, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte, mais un collaborateur sur cinq quitte l'entreprise au bout d'un mois. un Donc sur ça veut 5. dire, Putain, c'est ouais, énorme. un OK. sur cinq. Donc ça veut dire qu'en fait, tu le sais, on est dans ce rapport de force qui a complètement été inversé. Il y a quelques années de ça, c'était bah, les talents qui devaient vraiment faire leurs preuves pour pouvoir intégrer l'entreprise de leurs rêves. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui s'arrachent les meilleurs talents. Donc du coup, c'est aux entreprises de faire leurs preuves et de montrer bah, tout au long de cet onboarding justement bah, que la personne elle a sa place dans l'entreprise. Donc en fait, c'est pour ça que moi, ça me choque pas finalement de voir qu'un collaborateur sur cinq quitte son entreprise au bout d'un mois. Si l'onboarding, il est pas canon justement, mais pourquoi est-ce que je resterai dans une entreprise alors que je peux aller ailleurs où là, je serai davantage valorisée et intégrée. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de marque employeur, pour se différencier, attirer justement, avec un univers assez cool, assez friendly ou par exemple la semaine de 4 heures qu'on peut voir chez Welcome to the Jungle. Tout Semaine de simplement 4 jours. pour ouais, la semaine de 4 jours, de 4 heures, ce serait énorme, Ce serait cool, ce mais serait si bien. Pas encore du coup, mais bientôt. Du coup, la semaine de 4 jours et typiquement, c'est le genre de choses qui va faire que les gens vont rester, et puis surtout donner envie aux gens de venir chez toi, quoi. c'est ça, ouais, que ce soit dans l'onboarding, là, ce dont tu fais référence, moi, ça me fait penser aussi évidemment à des éléments qui touchent à la culture de l'entreprise qui va être hyper importante aussi. Mais à partir du moment où une personne, elle est chez toi, elle est bien, elle est intégrée, voilà, elle kiffe ta culture, bah, c'est à ce moment-là aussi qu'elle va être ambassadrice de ton entreprise. Et franchement, d'avoir des collaborateurs qui vont, voilà, au-delà de ce statut-là et qui deviennent ambassadeurs de ton entreprise, c'est génial parce que du coup, tu peux faire de la cooptation, tu peux développer et booster ta marque employeur de manière hyper significative. Et du coup, pour l'attraction de nouveaux talents et pour la motivation, toute la dynamique hyper positive au sein de ton entreprise, bah, tout ça, c'est très, très bénéfique. Donc, voilà, on a parlé un peu des risques, mais je voulais aussi mettre en avant tous les avantages aussi de soigner son expérience d'onboarding. OK, ouais, donc l'onboarding, super important. Aujourd'hui, toi, comment tu, vois l'onboarding? Ce serait quoi ton process, si tu veux, d'action qu'il faudrait mettre en place pour un bon onboarding, en tout cas un onboarding parfait, heu, de ton côté? Ouais, alors, bah, du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure et tu citais, le pré-boarding qui pour moi il est hyper important. C'est une phase, qui est cruciale dans, le processus d'onboarding au global. Pour moi, OK, il se décompose en 4 temporalités. Donc, d'accord, le pré-boarding, c'est vraiment, bah, le moment entre l'annonce de l'embauche et le premier jour de travail. Il y a le jour J qui est aussi bah, composé de plein de petites actions qui font que en fait le jour J, le jour numéro un où l'entreprise accueille son collaborateur, bah, ça fait partie aussi, c'est une des temporalités. La troisième temporalité, moi, que je vois dans le process d'onboarding, c'est les 2 premières semaines, pareil, avec pas mal d'actions qui vont, voilà, qui vont pouvoir composer ces 2 premières semaines. Et enfin,
le premier mois, puisque après, encore une fois, ça dépend vraiment des contextes d'entreprise, mais je pense qu'au bout d'un mois, le collaborateur a pu vraiment découvrir son environnement, être à l'aise et intégrer aussi dans son équipe, connaître vraiment bien les processus qui sont internes et du coup, ben, peut déjà être autonome sur son poste au bout d'un mois. OK, génial. Du coup, en boarding, pré-onboarding, qu'est-ce que tu mets en place, concrètement du coup, chez Aigo? Alors, du coup, nous, on a réalisé une genre de checklist pour justement donner plein de tips parce qu'il peut y avoir une infinité, je dirais même, d'actions dans chacune des phases que je viens de citer. Donc là, peut-être pour l'occasion, je vais t'en partager deux, trois par temporalité pour que ça puisse OK, aussi donner trop une cool. idée des choses un peu sympas à mettre en place. Et sur la partie pré-boarding, bah là, je t'en parlais, c'est la checklist. C'est hyper important. Moi, personnellement, en plus, en tant que personne qui est assez structurée, rigoureuse, je trouve que la checklist, c'est essentiel puisque ça permet vraiment, avant même que la personne, elle arrive, d'avoir à plat bah, toutes les étapes qui vont être importantes à avoir en tête et à préparer pour que chacune des phases, chacune des temporalités de l'onboarding soit couverte et que du coup, bah, la personne qui arrive vive la meilleure expérience et aussi ait une expérience qui va être égale par rapport à celle des autres employés qui sont arrivés et qui vont arriver. Donc la checklist sur Notion, par exemple, nous, c'est ce qu'on utilise parce que c'est un outil hyper puissant, mais c'est aussi possible de le faire sur un Trello ou sur d'autres outils aussi, j'imagine. Mais donc la checklist, c'est vraiment le premier truc que je mets en place sur le process d'onboarding. La deuxième chose que je trouve qui est hyper importante, c'est faire une com interne finalement avant que la personne elle arrive, parce que comme tu le disais, le collaborateur il arrive le jour J et puis il connaît personne, personne ne le connaît. Du coup c'est un peu gênant. Mmh. Alors qu'au final, s'il y a une communication interne qui est faite en amont de l'arrivée du collaborateur, au moins voilà, on met un visage sur un nom. Toutes les personnes en interne savent que Alexis arrive dès demain dans l'entreprise et du coup, bah, toutes les personnes peuvent saluer le collaborateur, l'appeler par son prénom, lui souhaiter la bienvenue et du coup, la personne va se sentir déjà connue, attendue et ça crée vraiment un effet canon, un effet waouh qu'on va rechercher dans cette onboarding. Trop cool. Et peut-être une dernière chose sur le pré-boarding, parce que je sais que toi, en tant que passionné de grosses et de petites astuces et hacks, il y a une chose aussi que je trouvais intéressante, pourquoi pas, c'est d'automatiser comme une courte série d'emails qui va dévoiler au fil du pré-boarding justement de la personne un certain nombre d'informations. Par exemple, 2 semaines avant son arrivée, le collaborateur peut recevoir un petit email de présentation de l'entreprise et de l'équipe. Il va avoir une photo hyper sympa de l'équipe qui l'attend, où il peut découvrir un peu aussi bah, qui fait quoi dans l'entreprise, dans l'équipe. La semaine d'après, il peut recevoir aussi un email automatisé du coup avec bah, une librairie de contenu pour que la personne elle puisse déjà un petit peu mieux comprendre bah, dans quelle entreprise elle atterrit, quel est l'environnement. Un peu voilà, tu vois, des trucs et astuces qui font que la personne elle va pouvoir s'imprégner encore plus vite de l'environnement et de la culture de l'entreprise. Bah, grâce justement à comme une newsletter pré-onboarding qui serait automatisée et envoyée bah, à toutes les personnes qui arrivent prochainement dans l'entreprise. Trop cool. Ah, effectivement, là, tu me réjouis sur la partie hack et grosse, Ouais, c'est parfait. Génial, trop bien. Du coup, pré-onboarding, du coup, ça, c'est fini. Donc, le collaborateur arrive dans les locaux, c'est ça. ou peut-être en télétravail, en tout cas, arrive dans l'équipe, en fonction de la structure. Qu'est-ce qui se passe le jour J, pour toi? Comment se passe sa journée? Alors, pour moi, ce qui va être hyper important à partir du moment où la personne, voilà, elle arrive au matin dans les locaux ou même en hybride, en fait, c'est tout à fait possible aussi parce que toutes les astuces que je vais partager, c'est, je pense, autant applicable dans un modèle présentiel que dans un modèle remote. Ça, c'est hyper important de le préciser parce qu'aujourd'hui, le remote se développe tellement qu'il ne faut pas faire d'exception là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, je pense, au jour J, c'est de réunir l'équipe d'accueil. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, il y a eu la com interne qui est faite. Du coup, pas d'excuses. Tout le monde sait que Alexis arrive demain à 9h. Donc, toute l'équipe est présente pour l'accueillir, voilà, pour le faire se sentir intégré à cette équipe dès le départ. Et que le manager puisse faire un petit pitch de bienvenue. Ça peut paraître entre guillemets simple, mais c'est hyper précieux parce que la personne, encore une fois, elle arrive, elle est un peu perdue, elle a besoin de sentir qu'elle est attendue et que voilà, qu'il y a quelque chose de prévu pour elle ce jour-là.
Donc d'avoir un petit pitch welcome, bienvenue du manager et d'avoir l'équipe réunie au complet dès les premières minutes, les premières heures de l'onboarding, c'est quelque chose d'assez précieux. Ensuite, il y a quelque chose que j'aime bien, que nous on a chez Aigo et que je vois dans pas mal d'entreprises et de licornes notamment, c'est d'attribuer un buddy ou un mentor, c'est-à-dire vraiment une personne qui va pouvoir être une référence, qui va pouvoir accompagner le collaborateur dans son intégration, dans toutes les questions qu'il va pouvoir aussi se poser pour s'intégrer, pour découvrir son métier, mais pas que, aussi tous les aspects de la culture de l'entreprise. Donc d'avoir une personne à qui on peut se référer, vers qui on peut se tourner dès le départ, et que cette personne soit identifiée et pas juste une personne comme ça avec qui on a un feeling sur le moment, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant pour le collaborateur et pour l'entreprise. Ouais, en vrai, c'est top parce que c'est la personne qui va récolter un peu les feedbacks, conseiller et avoir Exactement, un côté un peu, informel, peut-être, c'est ça. pour accompagner la personne, ouais. Mmh. Et ce buddy va être aussi précieux dans le sens où lui, du coup, il va pouvoir, comme tu le dis, récolter aussi tout de suite les feedbacks, les impressions du collaborateur et les partager potentiellement, tu vois, au manager, au RH. Comme ça, s'il y a un problème quelconque, à un moment donné, il est bien placé pour être le relais, l'intermédiaire et partager l'information aussi aux bonnes personnes. Donc, quand ça va, tant mieux, la personne peut partager cette bonne humeur. Et quand ça va pas, il peut relayer tout de suite vers les bons interlocuteurs aussi. OK, trop cool. Et sinon, j'avais une dernière chose aussi sur la partie jour J qui me semble bien, et j'en ai parlé récemment justement dans l'event où je sais plus dans quel contexte on m'a parlé de ça, et je me suis dit ah oui, super intéressant, faut que j'en parle Faut que je le aujourd'hui. note. C'est de fixer des rendez-vous dans l'agenda du collaborateur dès qu'il arrive. Parce que la personne, elle va pas trop avoir de visibilité au départ sur le déroulé de sa semaine, même de sa journée. Et du coup, de pouvoir lui montrer que, voilà, en tant que manager, on a prévu sa semaine, on a cranté des créneaux déjà dans l'agenda avec des interlocuteurs clés pour qu'ils puissent rencontrer les bonnes personnes, pour qu'ils puissent découvrir, d'autres métiers, d'autres fonctions, voilà, qu'ils puissent vraiment s'imprégner de cette culture et rencontrer les bonnes personnes. Donc, de fixer les créneaux dans l'agenda dès le départ, c'est un bon gage d'intégration pour ce premier jour. Très bien. Du coup, après le jour J, on arrive à la troisième étape dont tu m'avais parlé. Du coup, c'était, Ouais, les, 2 premières semaines qui sont, ouais. j'imagine, cruciales. Quelles sont un peu les bonnes pratiques que tu mettras en place, toi, Morgane, de ton côté? Ouais, alors du coup, à ce moment-là, ce qui est hyper important, c'est que la personne, voilà, elle commence à rencontrer les différentes personnes, elle est impatiente de pouvoir vraiment prendre en main aussi ses missions et de pouvoir gérer son poste, mais pour ce faire, il faut qu'elle soit préparée aussi et accompagnée dans ses missions. Et du coup, moi, ce que je trouve hyper intéressant comme pratique, c'est d'automatiser le partage quotidien d'un contenu pédagogique. Donc, ça veut dire que tous les jours, dans ta boîte mail, Alexis, c'est ta première semaine dans ton entreprise, tous les matins, tu reçois un contenu qui va t'aider à justement développer tes compétences ou te donner plus d'informations, de contexte sur un sujet qui va t'aider à développer des compétences qui sont nécessaires pour ton poste, ou même ce soit des soft skills ou même des hard skills, donc du coup des compétences qui vont vraiment être précieuses dans ton métier, dans ton expertise pour ton poste. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Ça peut aussi porter sur les outils et les méthodos de l'entreprise, parce que quand on débarque dans une entreprise, selon la taille de l'entreprise d'ailleurs, il y a beaucoup de process qui peuvent exister, il y a plein d'outils, il y a plein de méthodos, donc ça peut être un petit peu difficile, ça peut faire peur au départ, et du coup d'avoir ce partage de contenu pour aider à prendre en main les différents outils et s'imprégner des nouvelles méthodologies qui sont propres à l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être rassurant et qui peut permettre à la personne d'être plus autonome plus vite. Donc ça, c'est pour la partie voilà s'autonomiser un petit peu. Sur la partie découverte aussi, parce que les 2 premières semaines, c'est à ce moment-là que tu découvres au-delà de ton équipe les autres équipes, les autres métiers, etc. Donc du coup, moi, ce que je trouve hyper intéressant que j'ai vécu aussi dans mon parcours professionnel, c'est un parcours découverte, un genre de vie ma vie, justement qui va permettre aux collaborateurs de passer une journée avec une personne en finance, une journée peut-être avec le marketing, ou en tout cas avec les services qui peut-être qui sont corrélés finalement à son activité principale. Et ça donne vraiment une visibilité sur comment ça se passe de manière globale dans l'entreprise. Ça permet aussi de créer du lien, parce que finalement
Tu vois, moi, je m'intéresse aux ressources humaines et je prône le fait que les RH ne devraient pas travailler en silo que de leur côté entre RH, mais au Mmh. contraire devraient beaucoup plus s'ouvrir vers les autres métiers, les marketeurs, les commerciaux, etc. Donc du coup, de connaître le quotidien, d'avoir Ouais. fait un vie-ma-vie avec ces équipes-là, ça permet de comprendre leurs intérêts, leur quotidien, leurs objectifs et de créer des ponts plus facilement entre les différentes équipes. Mmh. Donc ça, hyper important. Et enfin, sur la partie plus production, c'est-à-dire vraiment métier, quelque chose qui est hyper important et que moi j'ai adoré dans mon parcours d'onboarding aussi chez Aigo, c'est le shadowing. C'est d'embarquer en fait le nouveau collaborateur dans des missions où il va pas forcément être directement en front parce que ça peut un peu faire peur tes premières semaines d'être directement en face du client ou de directement gérer des fortes responsabilités. Mais par contre, tu vas devoir t'y confronter à un moment donné et le plus rapidement le mieux. Donc du coup, de pouvoir faire du shadow, c'est-à-dire être plutôt un observateur d'un leader qui le fait, qui t'explique comment ça se passe, etc. Au moins sur les 2 premières semaines pour rassurer le collaborateur et qu'il soit capable de le faire aussi rapidement lui. Yes, effectivement, ça marche pas mal sur la partie, commerciale, notamment, quand tu vas faire la prospection. En tout cas, moi, j'avais formé des collaborateurs là-dessus. Ouais, Typiquement, tu vas passer les appels, eux vont juste écouter, du coup, avoir, une ligne directe où ils vont pouvoir, entendre tout ce qui se passe. Pas forcément intervenir, mais juste comprendre, voilà, quel est le mécanisme, comment ça se passe, quoi. Donc ouais, ça permet de plonger les gens directement dans le bain et voir, bah, qu'est-ce que ce sera son taf, dans 2 semaines, quoi. exactement. Mmh. Nickel, génial et du coup là, nos 2 premières semaines sont écoulées, Ouais. donc on arrive à la dernière étape qui est le premier mois. Ouais, et Heu, le premier mois, ouais. bah, c'est plus voilà. Là, je trouve que j'ai donné beaucoup d'exemples, ça peut faire beaucoup finalement et encore j'en ai donné que 3 à chaque fois donc il faut savoir qu'il y en a encore plein d'autres. Mais pour faire un peu plus court, un peu plus bref sur le premier mois, il y a une rétrospective d'équipe que je trouve capitale dans la période voilà où le premier mois s'est écoulé. La rétrospective pour ceux qui connaissent pas forcément ce terme-là, en gros, c'est, on va dire, un rituel, une réunion où tu vas justement réunir les différentes parties prenantes de l'onboarding. Donc, ça va être le collaborateur, son manager, peut-être même son équipe, le référent RH, voilà, toutes les personnes qui vont être concernées quand même relativement de près par l'onboarding de la personne. Et la rétrospective, elle a pour objectif de capitaliser sur la période qui vient de s'écouler, c'est-à-dire de faire le point sur ce qui s'est bien passé, là où le collaborateur s'est senti à l'aise, s'est senti motivé, et aussi à l'inverse, là où il a senti des obstacles, des frustrations ou des choses peut-être qui seraient intéressantes à ne pas renouveler lors d'un prochain onboarding. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre que le collaborateur, il est écouté. Et ça donne aussi des insights et donc des conseils très précieux à l'entreprise pour savoir comment améliorer son processus d'onboarding en continu et pas forcément rester sur les mêmes pratiques ad vitam aeternam si effectivement il y a des axes, des pistes d'amélioration possibles. Donc la rétrospective, pour moi, c'est hyper important. C'est un rituel qu'on a, nous, chez Aigo, voilà, sans parler même d'onboarding, c'est un rituel qu'on a pour capitaliser, pour nous améliorer en continu. Donc c'est vraiment un conseil, la rétrospective au global. Le rapport d'étonnement, c'est quelque chose qui est assez cool aussi, un peu dans la même veine que la rétrospective. Finalement, le rapport d'étonnement, ça permet aux collaborateurs de s'exprimer, d'évacuer aussi un petit peu tous les points qu'il aurait envie de soumettre, qu'ils soient positifs ou plutôt négatifs à l'entreprise. Et du coup, pareil, c'est bénéfique pour l'entreprise de pouvoir lire tout ce que la personne a pu vivre et peut report, on va dire, à son management. Et la dernière chose sur le premier mois qui peut être intéressante, nous, on automatise pas mal des BBL. Alors, des BBL, c'est des Brown Back Lunch. Et en gros, c'est, pour faire simple, c'est un peu des exposés, c'est-à-dire un moment de partage où une personne va prendre la parole et faire un genre d'exposé, de partage, de mini-conf sur un sujet qu'elle aura choisi et qui va être d'intérêt commun, qui va permettre aussi aux personnes de se développer sur un sujet donné. Et donc, au bout d'un mois, la personne, elle est plus à l'aise dans l'entreprise, elle connaît son équipe, elle a appris des choses et elle a certainement aussi un background qui fait qu'elle a forcément des choses à apprendre aussi autour d'elle. Donc du coup, d'automatiser la planification d'un BBL au bout d'un mois, ça peut être très très intéressant pour justement la mettre à l'aise, développer des soft skills de prise de parole et la faire aussi pitcher sur un sujet qui lui tient à cœur et qu'elle a envie de partager avec son équipe.
Génial. On mettra du coup des documents et des liens, justement sur, tout ce que tu avais dit, notamment la checklist. Je crois que tu avais un petit Oui, template, que, Aigo avait fait. Je pense que ça peut être cool aussi de montrer du concret. On va essayer de trouver ça, ensemble en off sur la ouais, partie, avec plaisir. rétrospective, d'équipe. Je sais que j'avais utilisé aussi un Miro là-dessus et aussi le rapport d'étonnement et le BVL. On va essayer de trouver ça, donc vous allez retrouver ça normalement dans le lien. Et les notes. Est-ce que, tu avais du coup, des critères de succès, de l'onboarding? Est-ce que tu as en quelques phrases, tu peux nous les citer et après nous donner ton dernier petit conseil, pour ceux qui nous écoutent? J'ai trop de conseils à donner, Alexis, je pourrais parler 1 heure, mais Clairement et c'est trop cool il en faut vrai. faire plus bref. Du coup, ouais, les critères de succès de l'onboarding, j'en vois plusieurs. Déjà, c'est d'arrêter de penser que l'onboarding, c'est le sujet que des ressources humaines et que c'est seulement au RH, du coup, de le gérer. Alors que, bah voilà, comme on a pu le voir, les managers sont hyper connectés aussi aux enjeux d'onboarding. Les collaborateurs aussi, bah, tu vois, les équipes qui accueillent les nouveaux arrivants ont aussi un vrai rôle à jouer dans la partie onboarding. Donc, du coup, le critère de succès, pour moi, numéro un, c'est de se dire, OK, il faut que ces différentes parties prenantes aient un rôle qui soit connu et qui soit organisé aussi dans l'entreprise pour faire en sorte que l'onboarding il soit géré, porté et que du coup ce soit canon grâce à la cohésion de ces différentes parties prenantes. Donc ça, c'est le premier critère de succès. Un deuxième critère de succès que je peux voir, c'est d'avoir un modèle qui va être authentique. C'est vrai que tu vois, on a tendance à toujours aller chercher de l'inspiration dans les autres entreprises, aller chercher les templates, les ressources des autres, etc. Et c'est une très bonne pratique parce que bah, ça donne des idées, ça ouvre les chakras. Mais il faut pas tomber dans l'excès et se dire bon bah je vais reprendre exactement le même modèle, je vais refaire exactement comme Alan, Payfit, Conto qui sont des boîtes en général par exemple tu vois dans l'écosystème startup scale-up qui peut faire rêver. Mais en fait, ça sert à rien pour moi d'avoir un modèle copier-coller. Vaut mieux avoir son modèle authentique, quelque chose qui va vraiment correspondre à tes process, ta culture, tes valeurs, tu vois. Et de faire quelque chose même de plus simple au départ, ça sert à rien de se faire compliqué. Mais en tout cas, de pas forcément chercher absolument le copier-coller en pensant que ce qui se fait à côté, ça va marcher dans ton contexte, parce que c'est pas forcément le cas. Et d'avoir un processus aussi qui va être formalisé, c'est-à-dire bah, écrit tout simplement. C'est-à-dire que si ton process il est que dans ta tête, bah, au fur et à mesure que ton entreprise elle va grandir, les personnes qui vont te rejoindre ne vont pas être au courant bah, de ce qu'il y a dans ta tête, ils vont pas connaître ton process d'onboarding et du coup même pour que d'autres personnes puissent le prendre en main et pour que tu aies des processus au global dans ton entreprise bah, qui soient harmonieux et que chacun ait une idée de comment ça se fait au global, bah, c'est hyper important de formaliser et d'écrire du coup ces différents process-là. Yes, pour rebondir là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi et on le voit pas mal, sur les scale-up. Dès qu'elles commencent, vraiment à bien grandir, elles se retrouvent à embaucher beaucoup de personnes et j'avais lu un livre, qui était vraiment pas mal, qui Ouais, me disait justement que, lui mettait en place, il faudrait que je retrouve la ressource, mais qui mettait en place en gros des process d'onboarding, dans le cas où la semaine prochaine, s'il y a 50 collaborateurs qui arrivent, il peut le faire, quoi. exactement. Alors qu'il avait pas le besoin, tu vois? Mais juste se dire: «OK, moi je sais que si demain ça explose, je sais, comment les onboarder, comment les accueillir» et je pense qu'effectivement, si tu as pas ce process-là, en fait, tu peux pas scaler bien, quoi. Exactement, c'est hyper important sur tous les processus d'entreprise, à un moment donné, de les formaliser, de garder, tu vois, une trace aussi de ce qui est fait pour être capable de l'améliorer en continu et de partager ça avec tous les acteurs qui en ont besoin dans l'entreprise. Et une dernière chose, peut-être en critère de succès, c'est d'avoir un owner. Un owner, pour moi, c'est une personne qui se porte volontaire pour porter, piloter le projet et qui sera garante du coup de l'atteinte de l'objectif visé. C'est-à-dire que oui, mon premier point, c'était de dire il n'y a pas que les RH qui s'occupent de ce sujet-là, il y a plein de parties prenantes, mais il faut quand même qu'il y ait un responsable de l'onboarding qui va faire en sorte que bah, voilà, toute la checklist, elle soit suivie, que les différentes actions pour chaque temporalité soient aussi réalisées. Donc quelqu'un quand même qui porte le sujet, un peu le chef de projet onboarding, qui coordonne les différentes parties prenantes, mais voilà, quelqu'un qui veille à ce que ça se passe et que ça se passe bien. Génial, trop, trop cool. Je sais que tu as plusieurs conseils d'amis, tu n'en as pas qu'un et je t'en prie, vas-y, dis-nous, tous tes conseils, pour ceux qui nous écoutent.
Ok, alors j'ai 3 conseils et après promis j'arrête. Mais du coup, mes conseils, c'est de prendre le feedback des collaborateurs. Les collaborateurs qui sont là, ils ont déjà vécu l'onboarding puisqu'ils ont été recrutés, ils ont été onboardés. Donc forcément, ils ont des conseils, des feedbacks, des insights qui vont être intéressants pour vous permettre de prendre du recul sur votre processus et pour l'améliorer en continu. Donc c'est une prise de pouls qui peut être faite comme ça de manière informelle, d'aller demander bon ben est-ce qu'on peut prendre 30 minutes et parler de ton processus d'onboarding pour qu'on puisse un petit peu comprendre où sont les axes d'amélioration pour proposer quelque chose d'encore plus canon aux prochaines recrues. Ou ça peut être quelque chose d'automatisé si vous avez un grand nombre de collaborateurs au sein de l'entreprise. Ça peut être compliqué de prendre une demi-heure avec chaque collaborateur, mais de réaliser comme un Typeform ou une enquête, un sondage, quelque chose d'un petit peu plus généralisé, qui permettrait même de manière plus régulière de prendre le pouls et de récolter du coup tous les feedbacks de vos collaborateurs sur différents sujets, d'ailleurs pas forcément que sur l'onboarding, mais là voilà, puisqu'on en parle, de collecter un maximum de data pour que vous puissiez optimiser votre processus d'onboarding avec des données clés. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, j'en parlais déjà un petit peu, mais c'est de pas forcément attendre le processus parfait, entre guillemets. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est de commencer simple et efficace. C'est-à-dire, OK, déjà, on fait une petite checklist, on demande à nos collaborateurs comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, et on se lance. On propose quelque chose, on le teste, on voit comment nous, on se sent en tant que RH manager par rapport à ce process et on continue à demander tout le temps en continu l'avis des collaborateurs qui le vivent. Et à partir de là, on est en mesure de l'améliorer. Mais si on veut cocher toutes les cases, mettre toutes les actions en place, regarder ce qui se fait à droite, à gauche, et après envoyer plein d'enquêtes, etc. En fait, en faisant tout d'un coup, ça peut prendre du temps pour une entreprise qui peut-être qui démarre de zéro sur le processus d'onboarding. De tout cocher, ça prendrait beaucoup de temps et du coup, ça voudrait dire que pendant longtemps, il n'y a toujours pas de processus d'onboarding. Donc du coup, autant commencer simple, cocher quelques cases, tester des choses. C'est un peu le concept du MVP. Et c'est de se dire, bon ok, je teste quelque chose, je le mets en place, je le déploie, je vois comment ça se passe, je réitère, voilà, etc. Donc c'est de pas chercher forcément le process parfait dès le départ. Et la dernière chose que je voulais partager comme conseil d'Annie avec toi, Alexis, et avec notre audience, c'est de pas oublier de former les équipes et les managers. Parce que en fait, l'importance, tout l'enjeu de l'onboarding, là nous on en parle, on en a parlé dès le début du podcast, mais c'est pas forcément quelque chose qui est connu des managers, les managers, leur quotidien, leur cœur de métier, c'est pas forcément l'onboarding, ils ont plein de priorités opérationnelles. Et du coup, si vous voulez en tant que RH faire adhérer et embarquer vos managers et les collaborateurs d'entreprise dans des sujets d'onboarding, il faut leur donner un petit peu du sens, il faut leur expliquer pourquoi c'est important pour l'entreprise, pourquoi c'est important pour eux même en tant que manager, et qu'est-ce que ça va leur apporter. Et si vous arrivez du coup à créer ce déclic aussi dans l'esprit des parties prenantes, c'est là que vous allez pouvoir proposer un processus d'onboarding canon. Donc embarquer un maximum de monde sur vos sujets, c'est ça mon dernier conseil, Dani. Génial. Et effectivement, il est très oublié celui-là. Comme tu disais, les recruteurs ont peut-être, ou même la partie RH, va être peut-être un peu dans son coin en disant que c'est eux les seuls responsables. Mais effectivement, en fait, tout le monde est dans le même bateau, quoi. Génial. Trop cool, Morgane. En vrai, c'est vraiment génial. Je pense que cet épisode a une valeur monstrueuse, en tout cas pour ceux qui les écoutent. On a eu un format du coup plus long que prévu, mais très content que ce soit plus long et je suis content aussi de tester ça du coup parce que effectivement on avait beaucoup de choses à partager. Morgane a fait un taf monstrueux aussi en amont. Vous voyez pas, mais elle a tout structuré, donné plein d'idées et plein de conseils. Donc j'avais ma checklist. Exactement, tu as toute ta checklist, donc c'est vraiment cool. Dites-nous totalement si vous avez aimé ce genre de format en commentaire. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait réitérer, mais en tout cas, vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié Morgane, c'est vraiment très cool. Et je te dis du coup à très vite et prends soin de toi. Ouais, plaisir partagé. Merci encore pour l'invitation, Alexis. Un grand plaisir. Salut. Salut. Ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.